Bon, alors on va passer la parole à Monsieur Bruno Milliem, qui est conseiller régional d'Île-de-France, président de la toute nouvelle agence régionale de la biodiversité en Île-de-France. Merci de nous présenter donc la politique régionale en matière d'agriculture et de biodiversité et le lien entre les deux. Il y a différents organismes régionaux qui travaillent sur ces sujets, le CERVIA, l'ARB, l'AEV, chaque structure ayant ses spécificités, toutes utiles et qui se complètent bien. On voudrait savoir quels seront les liens entre ces structures dans l'avenir pour une meilleure coexistence entre biodiversité et agriculture. Je vous remercie. Bien, bonjour à tous et à toutes. D'abord, je voudrais m'excuser parce que cette journée, c'est vraiment une journée à laquelle j'aurais aimé assister parce que c'est comme un peu des mini-états généraux de l'alimentation que vous avez fait aujourd'hui, bien sûr tourné vers la biodiversité, mais je crois que la journée est passionnante. Malheureusement, pris par le temps, je ne pourrai être là que pendant quelques instants. Donc je pense que ça a été dit ce matin, je n'étais pas là, mais vous voyez que le constat général n'est pas très bon quand même. Les chiffres sont inquiétants à l'échelle de la planète. Ce qui a été publié par le dernier rapport WWF en 2017, 50% de vertébrés en moins. Je crois que ça doit faire réfléchir tout le monde. 80% d'insectes en moins en Allemagne. Et en Ile-de-France, on l'a vu, une baisse de 20% du nombre d'oiseaux en un peu plus de 10 ans. On aimerait chaque année vous donner des nouvelles plus réjouissantes, mais on ne peut pas ignorer ces chiffres. Donc il se trouve que le déclin est particulièrement marqué dans les milieux agricoles. Donc c'est pour ça qu'il va falloir effectivement qu'on travaille de plus en plus, notamment avec tous les acteurs de l'agriculture et notamment les agriculteurs et leurs chambres syndicales, pour qu'on arrive à trouver des moyens de résoudre ce problème. Et il faut qu'on fasse vite parce que là, le temps presse. Malheureusement, on est pressé par le temps. Alors, j'ai entendu tout à l'heure, vous avez évoqué beaucoup de solutions. Il va falloir que tous les acteurs se mettent autour de la table et qu'on trouve une solution assez rapidement pour non seulement préserver la biodiversité, mais pour qu'enfin les agriculteurs puissent vivre de leur métier qui est un métier très très important, puisque c'est un métier de nourricier, mais surtout qui leur demande énormément de travail. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de stigmatiser cette profession, parce que s'ils sont là où ils en sont, ce n'est pas forcément complètement de leur faute. Donc déjà aller plus vite parce que nous allons trop lentement. Si on prend le plan éco-phyto déployé par le ministère de l'Agriculture, en regardant les derniers chiffres, je suis désolé, ça ne va pas aller dans le sens des agriculteurs, mais en tout cas, sur l'Île-de-France, la croissance a été plus forte que sur le plan national, puisqu'au national, entre 2008 et 2015, il y a eu plus 22% d'utilisation de produits phytosanitaires. Sur l'Île-de-France, c'est 28%. Ces chiffres viennent de la DRIAF, je ne les invente pas. Donc, c'est un constat, c'est un fait, il n'y a pas matière à jugement. L'agriculture est très dépendante des produits phytosanitaires et des engrais. Il faut réussir à s'en sortir, et pour s'en sortir, il n'est pas question d'opposer les uns aux autres, il faut qu'on trouve une solution commune pour qu'on s'en sorte. Je suis personnellement pas forcément favorable au 100% bio, je vous le dis tout de suite, mais on peut travailler avec moins d'intrants et d'autres techniques. Je vois que Michel Vampouille est là, fait la tête, mais non, voilà. Non, mais je vous le dis à titre personnel parce que c'est compliqué de passer d'une agriculture spécifique, conventionnelle, à un autre type d'agriculture qui serait que du bio. Mais il y a des choses à faire, il faut qu'on travaille là-dessus. Il y a aussi la technique de travail des sols qui est importante, ça a été rappelé tout à l'heure. Donc voilà, il y a des choses à faire là-dessus. Donc, produits phytosanitaires trop importants, des engrais, il faut s'en sortir, il faut changer de modèle. Alors que peut apporter la nature là-dedans? Si on conserve notamment des systèmes agricoles dépourvus de haies et d'autres habitats favorisant les insectes auxiliaires, on ne pourra pas réduire notre consommation en pesticides. Tout ce qui était fait, finalement, on revient à ce que faisaient les anciens et qui a été un peu abandonné. Non, il y a des régions où ça existe encore, mais en Île-de-France, c'est vrai qu'on a vu disparaître petit à petit tout ce qui est haies et autres habitats favorisant les insectes auxiliaires. Et du coup, pour compenser, on a utilisé plus de pesticides. Il faut aussi arrêter de cultiver avec un faible nombre de variétés génétiques. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça a été rappelé par des gens qui sont plus spécialistes que moi, parce que celles-ci sont moins résistantes face aux aléas environnementaux et donc toujours dépendantes d'intrants externes. Donc il y a des chantiers à ouvrir. Le premier chantier est certainement celui de considérer que la nature n'est pas une ennemie, mais c'est une alliée. Et ce n'est pas une force hostile contre laquelle il faut se battre. Ça dépend beaucoup de la perception qu'on a de la nature. On peut choisir de considérer, par exemple, que les chauves-souris sont des bébêtes effrayantes
qui véhiculent la rage et dont les crottes salissent les greniers. Oui, on peut avoir cet avis-là, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent avoir cet avis-là. Mais on peut aussi choisir de considérer les chauves-souris comme d'incroyables animaux qui se déplacent à l'aide d'un sonar et qui sont capables de réduire la pression des ravageurs de culture de plus de 50%. Voilà, une piste intéressante par exemple. Ça, vous pourrez le lire, j'ai fait un peu de la pub pour Nature Parif. Dans la dernière publication de Nature Parif, la liste rouge des chiroptères d'Île-de-France. Ça passe par des formations et une réforme de l'enseignement. Je sais que vous en avez parlé ce matin, je n'étais pas là, et ça c'est un point important, parce que la formation qui est donnée et l'enseignement qui est donné dans les lycées agricoles aujourd'hui, je pense qu'elle n'est plus d'actualité et il faut la réformer. Et je me suis laissé dire qu'au ministère de l'Agriculture, ils vont se pencher sur le sujet. Et puis... écoutez, merci. Et puis, surtout, c'était un petit peu mon introduction, vous l'aviez compris, il faut impérativement qu'on installe un dialogue plus respectueux entre les agriculteurs, les scientifiques et les écologistes. Si on continue à rester chacun d'entre nous sur notre précaré, on n'arrivera à rien. Donc, mettons-nous ensemble, travaillons ensemble, laissons tomber nos dogmes de part et d'autre et essayons de trouver des solutions pour le bien-être de tous. Le second chantier consiste à soutenir plus fortement l'agriculture respectueuse de l'environnement, qu'il s'agisse d'agriculture biologique, mais également de formes d'agriculture qui tendent vers la bonne direction, telles que l'agriculture de conservation, vous en avez parlé aussi. Beaucoup essayent de faire mieux, mais ne sont pas toujours identifiés comme tels par des labels. À titre personnel et pour le groupe que je représente à la région, on s'était battu pour les aides à l'agriculture biologique en Île-de-France. On s'est battu cette année, mais déjà en 2017, on avait obtenu plus 35% de budget. Vous me direz, on part de pas grand-chose. Donc finalement, plus 35%, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Et ça s'est notamment matérialisé par un nouvel appel à projet dédié au développement de légumes de plein champ en agriculture biologique, dont le GAB a remporté une partie de l'appel à projet en novembre et le GAB recevra pour ce faire une subvention de 80 000 €. Le travail effectué par les associations d'agriculteurs ou d'écologistes qui consiste à mettre en valeur les techniques agricoles innovantes et respectueuses de l'environnement qui fonctionnent pour donner envie aussi aux autres de faire de même est très précieux pour atteindre cet objectif. La région Île-de-France a pris un virage depuis un an pour aider effectivement toutes les formes d'agriculture, mais aider plus avant celles qu'on n'aidait pas forcément de manière totalement efficace avant, que sont l'agriculture bio, mais aussi les agricultures qui mettent en valeur des techniques innovantes. Donc toute l'innovation agricole est portée aussi par la région Île-de-France. Et ça, c'est intéressant parce que plutôt que la contrainte, plutôt que la menace, plutôt que les amendes, plutôt que la pression du gendarme, je crois que rien ne vaut la valeur de l'exemple. Et plus il y aura d'exploitations qui se dirigeront vers une agriculture plus vertueuse environnementalement, et plus on prouvera que ça marche, et plus les agriculteurs qui sont dans le conventionnel seront enclins à essayer ce genre d'agriculture. Voilà, nous voulons ainsi qu'à chaque dispositif dédié à l'agriculture conventionnelle soit créé un volet relatif à une agriculture paysanne et biologique. Voilà, c'est un pour un. Ça a été le sens notamment de notre lutte pour la création d'une aide au triage à façon sur les semis de printemps. Je pense que vous en avez entendu parler. Voilà, là, il faut être clair pour la région Île-de-France parce que l'agglomération parisienne représente la première zone de croissance de la consommation des aliments issus de l'agriculture biologique. Alors, il ne faut pas que nous, on rate cette occasion de transformer notre agriculture. L'enjeu est immense. Il n'y a que 2% des terres agricoles franciliennes qui sont consacrées au bio. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de passer du conventionnel au bio ou en tout cas du conventionnel à moins d'intrants. Donc, les choses sont en train de s'améliorer. La région est engagée également, et vous le savez, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, avec le Servia pour créer un label pour l'agriculture biologique régionale qui s'appellera Saveur Bio IDF et pour garantir 50% de produits bio dans les cantines des lycées d'ici à 2024. Pour certains d'entre vous, je pense que ça ne va pas assez vite, mais c'est quand même un grand pas en avant par rapport à ce qui existait avant. Le troisième chantier, c'est de retravailler les aides agricoles, tant au niveau régional qu'européen, notamment en faveur des mesures agro-environnementales et de l'installation des nouveaux agriculteurs. L'Île-de-France doit d'être une région pionnière, notamment grâce au lancement d'une mesure agro-environnementale qui est la MAEC, dans le cadre de la PAC dédiée à la biodiversité. Je peux vous assurer, pour en avoir discuté avec la présidente Valérie Pécresse, il n'y a pas plus tard qu'un petit peu moins d'un mois, elle a décidé d'engager résolument la région dans une espèce de révolution agricole avec tous les acteurs, bien évidemment, de l'agriculture,
pour faire de l'Île-de-France, d'ici à la fin de sa mandature, la ferme du XXIe siècle, ou en tout cas engager ces transformations. C'est une prise de conscience que moi, que j'applaudis dès demain. Vous pouvez être sceptique, mais elle me l'a dit les yeux dans les yeux, donc on verra bien comment ça se passe. Voilà. Comme quoi, de temps en temps, il faut savoir rendre à César ce qui lui appartient, surtout quand les changements veulent être réels. Donc après, on verra bien, on sera là pour juger, on sera là pour lui rappeler ses paroles, ne vous inquiétez pas. La région s'est récemment engagée à honorer l'ensemble des demandes des agriculteurs faites dans le cadre de la PAC dédiée à la biodiversité, et même à reprendre quelques parts de l'État, donc ça c'est pas mal aussi, et sur l'installation des nouveaux agriculteurs, le pacte agricole régional, qui sortira au printemps 2018, dont je ne peux pas vous dire grand-chose pour l'instant, puisqu'il sortira à la suite des États généraux de l'alimentation, dont on attend beaucoup, pas seulement au niveau national, mais au niveau régional, pour la déclinaison dans la région, développera un certain nombre d'actions donc pour faciliter l'acquisition d'exploitations agricoles et améliorer l'attrait de la profession. Le soutien de la région à la SAFER et au Servia sera poursuivi dans les mêmes conditions qu'auparavant, en faveur du développement du foncier et des filières agricoles, en privilégiant les projets s'inspirant des pratiques agricoles écologiques, des pratiques agroécologiques. Pour ce qui concerne l'AEV, je sais qu'Anne Cabri vient ce soir, vous lui poserez la question, mais je sais qu'il y a des réflexions en cours. En attendant, je tiens à rappeler aussi que nous avons été à l'origine du quadruplement, je ne sais pas si ça se dit, du budget de l'AEV en 2017, quadruplement du budget proposé par l'exécutif pour l'acquisition de terres agricoles. On a réussi à multiplier le budget par 4. Voilà, et pour conclure, je voudrais simplement vous dire qu'on est dans une phase de mutation à la fois alimentaire et agricole qui est importante. Je pense qu'il faut faire confiance à tous les acteurs et discuter avec eux. Si on commence à s'engager effectivement dans des bagarres internes, je sais qu'en ce moment le gros sujet c'est le glyphosate, et moi je suis le premier à dire que même si je souhaite l'interdiction du glyphosate, aujourd'hui bon nombre d'agriculteurs ne peuvent pas faire sans. Parce qu'ils sont dedans maintenant et que le temps de passer à une autre méthode, c'est long, ça ne se fait pas comme ça. En revanche, le fait que le gouvernement ait décidé d'interdire le glyphosate d'ici à 3 ans, je sais que ça fait hérisser certains de mes amis, notamment je pense à Christophe Hilleret, il n'est pas là mais je l'appellerai pour le rassurer là-dessus, va forcer obligatoirement les laboratoires, d'où qu'ils viennent, d'accord, à trouver une solution de substitution. Voilà. Et le fait de mettre une date butoir, ce que n'a pas fait l'Europe, hein, je vous le signale quand même. L'Europe a renvoyé à 5 ans la décision de prolonger ou non le glyphosate. Le fait de mettre une date butoir va obliger les chercheurs à trouver une solution pour pas que les agriculteurs se retrouvent embêtés, pour ne pas dire autre chose. Voilà, je vous remercie.